Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la formation digitale et plus précisément à l'un de ses enjeux majeurs, engager l'apprenant. C'est un sujet qui possède plusieurs facettes et soulève tout un tas de questions. Comment capter l'apprenant ? Comment rendre la formation attrayante ? Comment éviter les décrochages ? Comment rendre l'apprenant acteur de sa formation ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir une invitée d'exception, Charlotte Filol, qui est la directrice éducation et produits chez Studi, le leader français de la formation digitale. En quelques chiffres, Studi, c'est 800 collaborateurs, plus de 1200 freelancers, auteurs, formateurs, plus de 200 formations certifiantes et ou diplômantes, 70 000 apprenants et un chiffre d'affaires de plus de 120 millions d'euros en 2021. Charlotte a été enseignante-chercheur à Paris-Dauphine pendant 10 ans et a également écrit un livre en 2009 sous la forme d'un cas d'entreprise chez EDF, l'entreprise apprenante, le knowledge management en question. Bonjour Charlotte. Bonjour Gérard. Alors ravi de t'accueillir dans cet épisode. Tu as un cursus qui est vraiment exemplaire. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes ? Alors, exemplaire, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu deux vies. J'ai eu une vie, là que tu évoquais en disant j'ai été enseignant-chercheur à Paris-Dauphine, donc j'ai eu une vie, on va dire, académique assez classique, où j'étais directrice de master, directrice des affaires internationales aussi à Paris-Dauphine. Et puis j'ai eu la chance de passer 2 ans à Stanford pour faire de la recherche et de l'enseignement. Ça a été une vraie bulle de plaisir dans ce parcours académique. Et puis à un moment donné de ma carrière, effectivement, après 10 ans, j'ai fait du conseil en management en organisation, j'ai fait du conseil en EdTech. Et puis je me suis dit aussi, je vais aller me frotter entre guillemets à la vraie vie, à la vie du marché et surtout à la vie de demain, à savoir tout ce qui était formation et innovation digitale. Et donc je suis allée chez Open Classrooms un moment, à l'INSEC, donc un grand groupe, et puis maintenant chez GGE et en particulier chez Studi, qui est l'histoire d'aujourd'hui pour moi. Donc, très très beau parcours, je confirme. Alors, j'en ai brièvement parlé en introduction, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Studi ? Qu'est-ce que vous faites concrètement chez Studi ? Alors, tu le disais effectivement, Studi, c'est à la fois le pionnier, c'est important de le rappeler, on existe depuis 1999 sur ce qu'on appelait à l'époque le e-learning, ce qu'on appelle toujours un petit peu le e-learning, et on est leader de la formation digitale en France. Alors, on est leader par le nombre d'apprenants, tu citais 70 000 apprenants, mais aussi en chiffre d'affaires, aussi en nombre de formations, c'est-à-dire qu'on a un éventail très large, le catalogue, c'est effectivement plus de 200 formations diplômantes, certifiantes, qui vont du CAP au bac+5. Donc non seulement on a l'éventail de tous les niveaux entre guillemets possibles, mais aussi en termes de profondeur de catalogue, c'est-à-dire en termes de discipline que l'on propose, on va de la data, du code, au marketing, mais aussi à la coiffure, à l'immobilier, à la comptabilité, à la RH. On couvre vraiment un spectre très large. Au-delà de ça, Studi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une vraie école en ligne. C'est-à-dire qu'on accompagne nos apprenants de bout en bout, de leur projet professionnel jusqu'à l'insertion professionnelle. Et on est dans une logique de qualité de service, on est dans cette logique d'appui des apprenants, d'accompagnement des apprenants, comme le ferait, entre guillemets, une école classique. D'accord. Et je crois que vous avez ça c'est plus que des ambitions, vous êtes déjà en Europe en fait. Alors effectivement, on est en Afrique. En fait, aujourd'hui, on a effectivement une école qui s'appelle ISM, qui est finalement un satellite, on va dire, Studi, qui propose effectivement des bachelors et des marketing dans toute la zone Afrique. Et en Europe, c'est pour cette année, on est en train de déployer des programmes en anglais, des BBA et des masters pour effectivement toucher entre guillemets tout le marché européen. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les cibles ? Alors, tu viens de nous le dire un tout petit peu, mais je voudrais que tu précises. Vous visez plutôt les employés en entreprise qui souhaitent développer leurs compétences ou plutôt, les particuliers en formation initiale qui ont pour objectif d'apprendre un métier ? Parce que tu nous as parlé que vous alliez du CAP au bac+5. Donc, l'éventail est large. Votre métier ou vos cibles, c'est plus les entreprises ou plus les particuliers ou alors les deux ? Alors, c'est vrai que chez Studi, aujourd'hui, on est principalement sur une cible qu'on appelle nous B2C, c'est-à-dire les particuliers. On a très peu de B2B pour l'instant. Nos cibles vraiment spécifiques, en tout cas la cible historique de Studi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est finalement le professionnel en poste qui souhaite évoluer dans son métier, donc ce qu'on appelle du upskill sur le marché, ou alors qui souhaite carrément se reconvertir, et là c'est du reskill. Donc ça, c'est historiquement le e-learning, en fait, c'était ça. C'était un professionnel qui se disait j'ai pas le temps d'aller refaire des études, eh bien je vais apprendre en ligne.
Ça, c'est toujours une grande partie de nos clients, de nos apprenants. On a aussi 2 types maintenant d'apprenants qui sont très présents chez Studi. C'est tout d'abord les demandeurs d'emploi qui ont des besoins de formation qui sont très identifiés, qui correspondent à des marchés en tension, sur lesquels l'État, à travers des appels d'offres, auxquels nous on répond en tant que provider en ligne et qui permettent de former finalement ces demandeurs d'emploi à des métiers dont le marché a réellement besoin. Donc ça, c'est une typologie assez spécifique pour laquelle on a un accompagnement un peu particulier et qu'on développe de plus en plus chez Studi. Et le troisième profil type que l'on a, c'est bien sûr que ce sont finalement des étudiants, parce que Studi, c'est un CFA, donc un centre de formation des apprentis. Donc on a maintenant de plus en plus de contrats d'apprentissage, contrats pro, donc des contrats d'alternance qui permettent à des jeunes finalement, parfois des moins jeunes, mais globalement l'alternance c'est quand même plutôt pour des jeunes, de apprendre la théorie entre guillemets, même si elle est très mise en pratique chez Studi, et de vivre la vraie vie en entreprise. Ça, ces 3 profils-là, c'est vraiment 90% de la clientèle que l'on a chez Studi aujourd'hui. D'accord. Historiquement, pourquoi Studi a fait le choix de tout miser sur la formation digitale? Parce que je vous suis à peu près depuis le départ. Je crois qu'au début, même avant de vous appeler Studi, la société s'appelait Comptalia, de mémoire, hein, si tu me dis si je me trompe. Et on était plutôt sur des formations effectivement qui étaient assez métiers et qui étaient plus basées sur l'expertise comptable ou la comptabilité. Et du coup, vous avez vraiment démarré dans le digital et continué complètement sur le digital. Alors exact, c'est vrai que Studi existe depuis 1999. À l'époque, tu as raison, il s'appelait Comptalia et c'est l'histoire de Studi. L'histoire de Studi, ça s'appelle Studi depuis 4 ans. Alors avant ça, il y a eu développement de différentes marques. Donc il y a eu Ecolems, Comnicia, donc il y a eu différentes business units, donc différentes filières que l'on a adressées. Mais effectivement, l'histoire, ça a commencé par la comptabilité. Tout simplement, c'est parce que Pierre Charvet, qui est notre CEO, est effectivement issu de ce domaine. Et donc pourquoi tout miser sur la formation digitale? Parce que il s'est dit à un moment donné, en fait, pourquoi je ne pourrais pas apprendre en ligne. Alors en 99, c'était très moderne, c'était avec des modalités évidemment différentes. À l'époque, il y avait Comptalia TV où en fait c'était des cours, c'était un vrai prof dans une vraie salle qu'on filmait. Donc c'est-à-dire un peu ce qui a été réinventé pendant le Covid. Nous, on l'avait depuis 1999. C'est un peu l'ADN de Studi, c'est de se poser la question de comment on utilise la technologie pour repenser le monde de la formation, pour rendre accessible finalement la formation à ce que je disais tout à l'heure sur des professionnels en poste qui, eux, n'ont pas le temps, la possibilité physique parfois, parce que la géographie existe, qu'il y a aussi des problématiques de ce type-là. La formation en ligne va permettre à ces gens-là de suivre et de se former. Donc c'est vrai qu'on a créé des premiers cours en ligne et on a toujours été présent. Le début d'Internet vraiment grand public, c'est 97 et dès 99, on a été présent. Donc on a toujours misé sur la formation digitale et on continue à essayer d'être leader sur cette problématique ou ce sujet-là. Voilà, c'est vraiment l'ADN de Studi, j'ai envie de dire. Effectivement, je te remercie pour cette réponse. On est voisins. Vous avez même chez Studi quelques collaborateurs qui ont travaillé chez nous. Je profite pour les saluer. Ils seront des troncs. Et qui sont toujours chez vous d'ailleurs. Ah super. J'ai une question à propos du Covid, puisque en mars 2020, il y a le Covid, donc tout s'arrête. Tu y faisais référence tout à l'heure. Depuis cette date, est-ce que tu as remarqué une évolution de la demande ou du marché depuis le début de la pandémie qui est a priori toujours pas terminée encore? Alors effectivement, tout le marché de la formation professionnelle et de l'éducation, les deux, qui se rejoignent de plus en plus, mais qui sont quand même deux marchés distincts, ont vu des évolutions majeures. Donc, sur tout ce qui est éducation, entre guillemets, classique, on voit bien que les écoles ont dû, pendant la pandémie, s'adapter avec de la comodalité, avec de l'apprentissage en ligne. C'était plutôt en synchrone et plutôt des classes virtuelles. C'était un peu Comptalia TV revue, comme je le disais. Voilà, donc sur les écoles, il y a eu cet impact-là pendant la pandémie. Et maintenant, en fait, l'impact est toujours très là, puisque on voit bien que les étudiants demandent aussi une partie de online, c'est-à-dire qu'ils voient pas systématiquement pourquoi ils se déplaceraient pour apprendre quelque chose qui est très théorique, ou finalement ils échangent pas avec leur père, ou ils échangent pas tant que ça avec leurs profs. Donc il y a une demande des étudiants qui est assez nette, alors pas à 100% très loin de là, mais il y a une volonté quand même des étudiants, il y a une volonté aussi des écoles, puisqu'on sait bien que offrir du online, ça règle certaines problématiques de scale entre guillemets ou de la capacité des enseignants-chercheurs à faire 10 000 fois le même cours. Ça permet aussi de passer plus de temps à créer de l'interaction pour les heures qui sont gagnées entre guillemets. Ça permet aussi de prendre des étudiants étrangers. Il y a tout un intérêt pour les écoles à développer une partie à minima de leur programme en ligne.
Donc ça, c'est du point de vue de l'éducation, j'ai envie de dire. Du point de vue de la formation professionnelle, qui est quand même le marché principal pour nous, Studi, évidemment, ça a eu un impact majeur. C'est-à-dire qu'on a vu, tous les acteurs ont vu des taux de croissance à 3 chiffres pendant toute la pandémie, parce que les entreprises, tout ce qui était en direct présentiel, ont voulu le faire en ligne. Tous les apprenants ont voulu aussi se dire, quitte à faire du en ligne, autant aller avec des acteurs qui maîtrisent et dont c'est le métier initialement et qui sont pas de l'éducation qui essayent de faire. Donc effectivement, on a tous connu cette évolution-là. Et maintenant que le Covid est pas complètement, la Covid d'ailleurs n'est pas totalement finie, mais on y est presque. On voit qu'il y a eu des changements durables. Je le disais tout à l'heure, c'est sur la volonté des étudiants en formation initiale, mais aussi sur la volonté des employés en entreprise qui finalement se sont rendus compte que oui, des études en ligne, ce sont des vraies études et une école en ligne peut être une vraie école. Et donc cette tendance-là, qui était déjà marquée, mais qui est de plus en plus forte, elle est réelle, elle est durable, et j'ai une croyance assez forte que ça va perdurer et que l'histoire de c'est des on apprend mal en ligne, le taux d'abandon c'est une catastrophe, etc. Je crois que beaucoup de gens sont revenus sur ce sujet-là et maintenant croient en une capacité de faire de la qualité en ligne. Alors justement, ça, ce que tu viens de dire est très important et on va en profiter pour aller au cœur de l'épisode. J'ai juste une question avant d'aborder la suite et l'engagement de l'apprenant sur l'innovation. En fait, l'innovation technologique, je crois, a été pour Studi un vrai catalyseur depuis les débuts que tu évoquais au tout début des années 2000, enfin même un peu avant. Mais j'ai cru comprendre que vous mettiez vraiment chez Studi l'humain au centre des priorités. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est le cas ? Alors, tu te trompes absolument pas. Effectivement, le motto de Studi, c'est 100% digital, 100% humain. Alors, 100% digital, évidemment, parce que la formation est 100% digitale, voilà. Le 100% humain, chez nous, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on connaît depuis 1999, on sait que si l'apprenant n'est pas accompagné, s'il n'est pas acteur de sa formation, si ça ne répond pas à un projet professionnel abouti, qui n'est pas accompagné par des professionnels, par des experts, par de la motivation. Nous, on prévoit tout un écosystème en fait d'accompagnement de nos apprenants, mais on sait que ça, c'est une base sans laquelle en fait l'apprenant ne peut pas aboutir seul. Donc, une fois qu'on a intégré ça, ce qui se passe très concrètement chez Studi, c'est qu'on a, sur les 800 collaborateurs que l'on citait tout à l'heure, il y a 60% de ces collaborateurs qui sont tous les jours en contact avec les apprenants pour les accompagner, pour les motiver, pour répondre à leurs questions. Ça fait partie totalement de ce que nous, on met en œuvre et dont je parlais tout à l'heure sur la qualité de service et sur la volonté d'accompagnement. C'est un des points, je crois, qui nous différencie de nos concurrents. C'est cette volonté toujours plus forte d'accompagner au mieux nos apprenants tous les jours, voilà, dans leur parcours de formation. Je reviendrai sur l'accompagnement des apprenants que vous faites chez Studi, mais au tout début, comment vous les engagez, vos apprenants, dans les formations ? Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils vont acheter leur formation, donc du coup, j'imagine qu'on peut s'attendre à ce qu'ils débutent celle-ci, ce qui n'est pas forcément le cas dans les formations digitales, puisqu'il y a des formations qui sont quelquefois imposées par l'entreprise, soit par le management, la direction générale ou les services de formation ou les ressources humaines, donc c'est un peu top-down. Et donc, il y a des parcours sur lesquels les gens finalement n'y vont pas. Vous, j'imagine que du coup, comme les gens achètent, au moins pour les étudiants, ils sont motivés, ils y vont, mais pour les entreprises, par exemple, qui achèteraient des formations chez vous, est-ce que vous avez quelque chose qui va permettre de les engager ? C'est l'humain toujours ? Alors effectivement, c'est l'humain toujours. Alors nous, on est principalement, comme tu le disais, sur des particuliers qui achètent, donc de fait, il y a une vraie motivation naturelle. Après, on prévoit, quel que soit le type de public, des sessions de ce qu'on appelle, nous, de l'onboarding, c'est-à-dire des séminaires de rentrée, alors soit par formation, soit par table de lancement, pour leur dire, c'est parti, en fait, on fait un séminaire de voilà, c'est parti, on part dans la formation, voilà toutes les informations que vous allez trouver, voilà vos accompagnateurs, voilà les gens qui vont vous encadrer, voilà les types de questions que vous pouvez poser à telle et telle personne. On leur fait une démonstration, effectivement, de la plateforme également. Donc ces sessions-là, c'est essentiel pour lancer l'apprenant en fait et l'engager dans cette logique si par hasard c'était une entreprise qui avait décidé pour eux. Ces sessions, telles que tu les décris, du coup, si je comprends bien, elles sont pas one-to-one. C'est des classes virtuelles où il peut y avoir une dizaine ou quelques dizaines de personnes, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est vrai que nous, on est plutôt là. Alors, il y a du one-to-one au téléphone. En fait, on a différents types d'accompagnement. Tu as l'accompagnement vraiment en amont, où là, au moment où le conseiller formation conseille vraiment pédagogiquement l'apprenant pour lui dire voilà quels sont les types de parcours qui sont a priori le plus intéressants en fonction de leur projet professionnel, etc. Donc, on les aiguille entre guillemets à ce moment-là. Tout au début de la formation, on fait cet onboarding effectivement en groupe
Donc, c'est plusieurs fois par semaine, les gens qui commencent à ce moment-là, par type de formation. On les onboard en groupe pour qu'ils voient aussi qu'ils sont pas tout seuls. L'objet chez Studi, c'est qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Donc, si on fait tout en one-to-one, à un moment donné, il n'y a pas cette notion de pair à pair, de camarade, vous appelez ça comme vous voulez, mais l'important, c'est aussi qu'ils sachent qu'ils sont dans une promotion, que d'autres gens passent l'examen à la même date qu'eux et que donc il y a d'autres gens sur qui ils vont pouvoir s'appuyer, répondre à leurs questionnements, partager leurs doutes et leurs interrogations. Donc ça fait partie du parcours. C'est pour ça que l'onboarding, c'est à plusieurs apprenants et non pas de 1 à 1. Et puis après, on a tout un accompagnement assez important. Vous avez l'accompagnement du type motivation, assiduité. Là, c'est ce que nous, on appelle l'équipe CARE ou Student Success Team, où on s'assure que l'apprenant, dès qu'il décroche, en fait, on a l'impression que ça fait 15 jours qu'il ne s'est pas connecté. On l'appelle, on lui envoie un email, un SMS. On s'interroge sur pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ah d'accord, t'es en stage. Ah d'accord, il s'est passé ci. Bon bah très bien, reviens. On trouve les mots de façon à les raccrocher entre guillemets et qu'ils ne décrochent pas. Ensuite, on a toute l'équipe qui est finalement la mienne, qui est l'équipe pédagogique, qui est là pour être responsable pédagogique du parcours, encadrer l'apprenant sur quand est-ce que sont les examens, quelles sont les évaluations à rendre, et tous les formateurs pour répondre à toutes leurs questions. Pourquoi là le chapitre 2, je comprends pas ça, qu'est-ce qui fait qu'un coup est ci ou ça. Donc c'est vraiment répondre à toutes les questions au maximum, au plus vite, pour que l'apprenant, il est bloqué entre guillemets sur un truc, il comprend pas une partie du cours et c'est normal, ça fait partie de la vie de l'apprenant. Et on est là, on lui répond et ça c'est l'objet de mon équipe. Et puis après, en sortie entre guillemets de parcours, on a tout ce que nous on appelle le career coaching, tout l'encadrement à l'employabilité qui finalement est l'objet principal vers lequel on essaye d'accompagner nos apprenants. C'est bien sûr un diplôme, mais c'est aussi concrètement trouver un travail. Et donc là, on a tout un parcours aussi de service carrière, j'ai envie de dire, pour aider nos apprenants à faire aboutir leur projet professionnel et trouver l'emploi, le stage qui leur convient juste après la formation. D'accord. J'imagine que pour faire tout ça, de l'onboarding, tu parlais de décrochage, effectivement, vous utilisez une plateforme LMS ou quelque chose d'assez particulier chez Studi qui vous permet probablement d'anticiper les décrochages. Est-ce que vous avez mis en place d'autres dispositifs? Est-ce que vous avez des algorithmes qui vous aident à voir les décrocheurs, par exemple? Alors oui, on a une plateforme propriétaire chez Studi qui a été développée par et pour Studi, qui nous permet effectivement de voir par rapport à un parcours donné. On a le parcours idéal de l'apprenant, c'est-à-dire on commence le 1er juin et je finis le 1er juin d'après, par exemple. Ça, c'est mon parcours. On peut voir si l'apprenant le suit ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il s'est connecté dans les délais, est-ce que c'est prévu, est-ce que l'avancement est à la hauteur de ce qui est prévu par rapport au planning, sachant que chacun a son propre planning. Donc on a cet algorithme-là qui nous permet effectivement de commencer à tout de suite voir s'il y a des décrochages, est-ce qu'ils sont sérieux ou pas. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'équipe CARE qui appelle systématiquement les étudiants et prend contact avec eux. C'est le premier élément que l'on utilise. Et là, on a une nouvelle offre de service qu'on va sortir là très rapidement au mois de juin, qu'on va appeler l'offre Team, qui permet en fait à chaque apprenant d'être dans une équipe. Donc l'idée, c'est de se dire en fait, j'ai un planning pour toute ma classe, donc qu'on a appelé Team, on est 30 apprenants et on a un planning commun et on se retrouve, on a un référent pédagogique dédié qui va nous encadrer, qui va nous suivre. Donc on va avoir du plus de temps dédié avec les formateurs en direct pour pouvoir poser nos questions. On va aussi avoir un référent pédagogique qui va nous voir toutes les 2 semaines pour voir dans quelle mesure on a avancé vis-à-vis du planning et ça va se passer en synchrone. Donc là, c'est un niveau d'accompagnement, c'est un service personnalisé par classe plus important dont on espère à la fois que ça va permettre aux apprenants de se sentir plus encadrés encore, plus accompagnés encore et à nous de nous assurer effectivement de la complétion et de l'employabilité de nos apprenants à la sortie. D'accord. Il y a un sujet qui me tient à cœur et dont on parle souvent énormément, c'est le taux de complétion. Quand on s'intéresse à la formation digitale, c'est un indicateur qui est assez important. Et sur ce sujet, les avis sont très mitigés selon les écoles, puisque il y a celles qui ont d'excellents taux de complétion et qui vont communiquer dessus, et puis d'autres qui vont plutôt chercher, si tu me permets l'expression, Charlotte, à le mettre sous le tapis. J'imagine que c'est une donnée clé, le taux de complétion. Avec ce que tu me dis, les tuteurs doivent faire en sorte que les gens accompagnent toutes vos cibles pour atteindre un taux de complétion qui doit avoisiner les 100%. On est d'accord que nous, c'est un des KPI les plus importants. Il y a plusieurs KPI. Il y a l'assiduité, il y a la complétion, donc qui sont pas exactement la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un peut être assidu, venir très régulièrement sur la plateforme, et donc nous, on compte les heures. Donc on a exactement le temps de connexion à la plateforme, ce qui est pas exactement la même chose que la complétion qui est j'ai acquis des compétences, j'ai fait les quiz et donc j'ai avancé dans mes évaluations. L'un étant souvent corrélé à l'autre, mais pas parfaitement. Donc, il y a le taux d'assiduité, il y a le taux de complétion et effectivement, après, il y a le taux de passage à l'examen, le taux de réussite. C'est les KPI les plus importants, je pense, pour l'ensemble du marché et des éducations et des formations en ligne.
On ne peut pas faire abstraction de ces éléments-là, et tout le service et tout l'humain, justement, que l'on essaye de mettre en œuvre chez Studi, c'est pour permettre au maximum de faire avancer ces KPI au mieux. Oui, j'imagine. Tu en as parlé également. J'imagine que vous évaluez l'efficacité de vos formations. Sur quels critères vous allez vous appuyer? L'efficacité de la formation, c'est-à-dire se dire dans quelle mesure l'apprenant a effectivement acquis Oui. les compétences, au-delà du temps passé, c'est vraiment est-ce que j'ai acquis des compétences. Alors pour les étudiants qui sont en apprentissage, en alternance, effectivement, c'est beaucoup plus simple en fait de mesurer les compétences acquises parce que vous avez un tuteur en entreprise, vous avez une réalité du terrain, donc tous ceux qui font des stages et qui sont en lien avec la vraie vie, j'ai envie de dire effectivement, c'est plus simple d'avoir des réels retours. Pour autant, aujourd'hui pour nous, l'efficacité des formations, en fait, c'est le taux de réussite au titre qui est préparé. Alors que ce soit un diplôme d'État, que ce soit un titre RNCP, que ce soit un titre professionnel. Un taux de réussite, ça veut dire que à un moment donné, le candidat se présente devant un jury qui atteste que les compétences ont été acquises. Voilà. Donc ça nous paraît être un des critères, en tout cas pour moi, c'est un des critères clés pour savoir est-ce que notre formation a été efficace. Réponse oui, taux de réussite. Et évidemment, le Graal derrière, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'employabilité et donc l'insertion professionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'un taux de réussite au diplôme d'État, j'ai réussi mon BTS, c'est formidable et c'est toujours un acquis. Pour autant, notre réussite et la réussite de l'apprenant et l'efficacité, c'est vraiment quand il y a une insertion professionnelle dans l'emploi derrière. Mais ça, je trouve que c'est super. Je reviens un tout petit peu avant notre discussion. Il y a vraiment des marchés qui sont en tension et j'imagine que là, c'est très efficace votre système puisque on avait accueilli Gilles Verrier qui a écrit un livre qui s'appelle Les RH en 2030 et qui nous parlait de ces métiers en tension et qui donnait des solutions. Mais chez Studi, notamment auprès des demandeurs d'emploi, vous y répondez très très bien. Et donc, vous avez même la capacité de les aider, de les accompagner pour les faire aller vers telle ou telle formation, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire que nous, naturellement, chez Studi, on essaye, dans l'offre dont je parlais tout à l'heure, à savoir 200 diplômes et ou formation certifiante, on essaye d'aller de plus en plus vers des métiers en tension. C'est-à-dire que là, on a développé il y a 2 ans la formation code, donc tout ce qui est développement web. Effectivement, on sait que ça répond à un marché. Sur l'immobilier aussi, là, on a ouvert en septembre dernier toute la filière design. On a ouvert 13 parcours dans la filière design. Tout ce qui est web designer, graphisme, évolution du graphisme multimédia. Il y a un réel besoin marché et donc on a ouvert cette formation. Donc ça fait partie du choix à l'initiative du catalogue et de l'offre Studi, plus effectivement, comme dit, on les accompagne au maximum, soit pour qu'ils trouvent une entreprise, pour qu'ils trouvent un stage, et puis après, pour qu'ils s'insèrent dans l'emploi, on leur apprend à faire une lettre de motivation, à se présenter, à savoir à quelle offre répondre, c'est-à-dire vraiment rentrer dans l'emploi, ce qui est un peu plus facile sur des marchés en tension, mais il faut toujours quand même se distinguer des autres. Et ça, en fait, c'est une compétence comme une autre qu'il faut que nos apprenants acquièrent. D'accord. Alors, si on continue à s'intéresser aux formations proposées ou proposées par Studi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment elles sont conçues, à quoi ça ressemble une formation chez Studi? On a parlé du class virtuel, comment vous mixez virtuel et e-learning, et on est d'accord que dans ces parcours personnalisés, il n'y a pas du tout de présentiel. Alors, on est d'accord qu'il n'y a pas du tout de présentiel aujourd'hui chez Studi. Nous, on est vraiment sur du 100% en ligne. On est sur du 100% en ligne, mais pas totalement asynchrone. Donc, une grande partie de ce que l'on fait, c'est de l'asynchrone, c'est-à-dire que concrètement, on propose aux apprenants un ensemble de modules, de matières, en fait, qui permettent d'acquérir les compétences qui sont celles du titre, en fait. L'idée, c'est de base, c'est toujours d'acquérir les compétences qui sont demandées. Évidemment, ça, c'est notre driver numéro 1. On est sur des cours qui ont une granularité d'1 heure, c'est-à-dire que en tout, pour un apprenant, faire un cours, compris les vidéos, la lecture, les éventuels exercices, le quiz à la fin, etc., c'est toujours 1 heure. Donc ça, on sait que je me mets à mon travail. Alors, je peux m'arrêter au milieu, mais on est sur des phases d'1 heure, ce qui permet quand même pour nous d'industrialiser la production. Ça permet aussi à l'apprenant finalement de savoir pour combien de temps il en a, et ça nous permet nous aussi de faire des modules d'une granularité qui soit identique, et donc d'avoir des plannings d'apprentissage qui soient plus simples à appréhender pour l'apprenant. Donc dans cette logique-là, on est sur de l'asynchrone principalement, mais pas uniquement, c'est-à-dire que pour un parcours de formation donné, tous les soirs, alors c'est vers 18h, ça dépend des filières, mais vers 18h parce qu'on se disait, notre public, c'est finalement des gens qui travaillent, donc voilà, ils sont pas libres à 14h ou à 16h. Vous avez une classe virtuelle, c'est-à-dire que vous avez ce que nous on appelle un live, vous avez un formateur, un expert du domaine qui vient
vous présenter, faire cours entre guillemets pendant 1 heure. Alors on a différentes typologies de live. Vous avez des lives un peu culture générale, générique sur voilà l'avenir des RH en ce moment. Donc typiquement ce que tu disais sur les métiers de 2030, voilà pour ouvrir l'esprit entre guillemets des apprenants. On a aussi des lives qui sont voilà un exercice, on le corrige ensemble, très appliqué, TP appliqué, TP dirigé. On a des lives aussi où là on reprend carrément le cours. On sait qu'il y a des sujets qui sont un peu plus complexes à appréhender et donc on veut pas laisser l'apprenant tout seul et donc on fait un cours concrètement d'1 heure, etc. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement study, au-delà de leur donner des modules et des briques de cours à appréhender avec des quiz, etc. Il y a aussi l'interaction entre apprenants, ce qu'on appelle basiquement le social learning, et ces lives-là, vous avez des formateurs. Et après, au-delà de l'interaction directe avec les formateurs, vous avez la possibilité de poser des questions autant que vous voulez, en permanence à nos formateurs, qui répondent dans les 24 heures de façon soit orale, soit écrite d'ailleurs, à votre questionnement. D'accord. Il y a un mot qui me vient parce que quand on a ce nombre d'apprenants, ce nombre de formateurs, d'auteurs, se pose la question d'industrialisation. Alors, je voudrais l'évoquer avec toi parce que j'étais allé visiter il y a quelques années. C'est Pierre Charvet qui m'avait fait visiter les locaux de Studi et j'avais été impressionné par votre capacité à industrialiser ça. Tous les gens qui font du e-learning, c'est une vraie question, notamment dans les écoles. Comment vous y êtes arrivé? Parce que chez vous, c'est remarquable et ça fonctionne vraiment très bien. Alors, on y est arrivé, ça c'est vrai. Quelques autres acteurs qui sont 100% en ligne y arrivent ou y sont arrivés. En fait, on a l'histoire derrière nous, c'est-à-dire qu'on travaille dessus, entre guillemets, alors pas sur exactement les mêmes modalités, mais l'idée de se dire qu'il faut industrialiser date de 1999. Donc ça, effectivement, je pense que l'histoire nous aide beaucoup. Après, c'est une façon aussi de poser la borne organisation, les bons processus et de dédier aussi les ressources qui sont nécessaires. C'est-à-dire que si tu parlais des écoles, à contrario des écoles, pour qui prendre la décision de mettre beaucoup de online et l'utiliser, c'est une décision qui est essentielle parce que ça modifie quand même de façon assez substantielle le cursus des apprenants et ça demande un investissement en ressources très fort alors que c'est pas le cœur de métier. Donc pour une école, la logique d'industrialisation, elle est pas naturelle sur aucun plan, ni stratégique, ni opérationnel, ni en termes de pédagogie. Pour nous qui sommes une EdTech, évidemment, industrialiser notre cœur de métier, si on veut pouvoir adresser le plus grand marché, c'est absolument indispensable et essentiel. Donc forcément, dédier les bonnes ressources, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans mon équipe pédagogique, qu'on appelle Alex, un Learning Experience chez Studi, on a quand même 110 personnes qui font pas tous de la production de contenu et de l'industrialisation, mais globalement, c'est quand même des équipes qui sont des ressources qui sont importantes. Et donc cet investissement-là, humain, de processus, d'organisation, on peut le faire quand c'est son cœur de métier et c'est pour ça que les seuls, entre guillemets, acteurs qui vraiment arrivent à industrialiser, c'est les écoles qui sont 100% en ligne. D'accord. Alors, on va arriver presque à la fin. J'ai encore 3 questions néanmoins pour toi, Charlotte. Je voulais qu'on creuse quelque chose que tu as un tout petit peu abordé, qui était sur l'évolution technologique. Elle va sans doute nous apporter de nouvelles modalités. Il y en a qui arrivent actuellement avec les EGC, donc l'Expert Generated Content, par exemple. Il y en a bien d'autres. Quels sont, selon toi, les leviers qu'on va devoir mettre en œuvre dans les mois ou les années qui viennent pour améliorer encore cette formation digitale? Ça, c'est une bonne question. Il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Moi, j'ai fait ma thèse sur l'apprentissage, donc on se rend compte qu'apprendre, non mais c'est une question un peu tricky, mais apprendre, c'est compliqué. C'est long, ça demande de l'accompagnement. Quand on regarde finalement la réalité, c'est que l'apprentissage par essence est social. Vous regardez le cerveau humain, par essence, apprendre, c'est un acte social, c'est un acte contextuel. Donc une fois qu'on s'est dit ça, pour moi, c'est les 2 grandes tendances vers lesquelles on va pouvoir aller, on doit pouvoir aller dans la formation digitale. Alors évidemment, on peut penser à tout ce qui est VR, là on parle beaucoup du metaverse, etc. La difficulté là, objectivement, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que vous faites quoi? Oculus n'a pas réussi à envoyer des casques à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une limite là physiologique, physique, qui est complexité à mettre en œuvre. Donc pour tout ce qui est VR, je suis pas certaine que demain on va pouvoir rendre accessible la formation à tous si on part dans cette logique-là. C'est un premier élément de réponse. Évidemment, on imagine bien et on y est déjà, mais on n'y est tous pas suffisamment. C'est tout ce qui est finalement parcours personnalisé. C'est-à-dire que par rapport à un test de positionnement de compétences qui seraient déjà acquises, quel est le parcours idéal et comment on fait pour concentrer l'apprenant finalement sur les compétences soit dont il a vraiment besoin et non pas des compétences qui sont annexes par rapport à lui, son projet professionnel, ou des compétences dont il aurait déjà acquises, qu'il aurait déjà acquises et que n'aurait pas acquises son camarade. Donc là, clairement, la personnalisation des parcours, ça c'est un élément clé, mais c'est un élément qui finalement n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre très concrètement. Après, les autres leviers, je crois toujours finalement
à l'accompagnement, à toujours plus d'accompagnement et de l'humain. Et c'est la politique, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est la politique study majeure. C'est principalement ça. Et je crois que finalement, on va pouvoir s'en sortir, entre guillemets. On va pouvoir encore améliorer l'apprentissage digital s'il est de plus en plus accompagné. Je suis d'accord. Je te remercie pour cet éclairage. J'ai juste une question pour conclure, puisque tu as abordé le futur avec possiblement le métaverse. Je suis assez d'accord avec ton analyse, puisque sur le métaverse, on a pour l'instant des limites physiques, mais il faudra se proposer la question peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, quand on aura peut-être des lunettes ou des lentilles connectées, parce qu'effectivement, actuellement, avec l'Oculus, avoir un casque de 500 grammes, même si ces casques sont pas très chers, il y a une limite physique que tu as évoquée. Physique, parce qu'il faut porter 500 grammes, et puis physique parce que c'est compliqué d'équiper en totalité les gens qui vont participer au cours, aujourd'hui en tous les cas. Mais selon toi, est-ce qu'on va se diriger, et ça sera ma dernière question, vers du 100% digital, ce que vous faites, ou est-ce qu'il y aura du présentiel? Alors pas forcément chez Studi, mais en règle générale. Tu la vois comment, cette évolution? Parce que tu parlais du métaverse, j'imagine que tu l'as testé, le métaverse. On peut parfaitement imaginer du présentiel, entre guillemets, dans le métaverse. Ça paraît difficile comme ça, mais c'est juste la réalité. Il faut le tester pour le voir. Et je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des sceptiques, mais on a vraiment l'impression de vivre dans un monde réel avec probablement des avatars qui seront de plus en plus performants. Donc du coup, 100% digital, présentiel, métaverse, tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Alors, c'est une bonne question. Très compliqué. Ouais, très compliqué. En fait, je crois que ça dépend beaucoup du marché dont on parle. Je reviens toujours à cette dichotomie, mais si on est dans l'éducation, sincèrement, je crois, et j'espère presque, j'ai envie de dire, c'est presque un vœu pieux, que le présentiel sera encore là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va faire des études, que ce soit en école, en université, etc., l'objet, c'est quoi? C'est la rencontre de l'autre. C'est faire une expérience à l'international, c'est développer des soft skills. L'objet principal de mes études, entre guillemets, c'est d'apprendre qui je suis, c'est sortir du nid des parents, c'est tout un contexte autre que acquérir des compétences. Et ça, je pense que c'est encore, alors on appelait ça les grands voyages à l'époque au 19e. Oui. Aujourd'hui, je crois que cette vocation-là, elle a toujours raison d'être. Et ça, j'entends que le métaverse pourrait rendre possible cette interaction, mais je souhaiterais, en tout cas moi qui ai des enfants, je souhaiterais que mes filles puissent apprendre aussi dans la vraie vie et n'apprennent pas de l'autre et l'altérité et la rencontre à l'autre à travers uniquement le métaverse et des avatars. Donc ça, voilà, c'est presque un vœu pieux pour tout ce qui est du domaine de l'éducation un peu classique, j'ai envie de dire, ce qui veut pas dire qu'il peut pas y avoir une bonne partie de distanciel, qu'on puisse pas avoir un campus virtuel. On n'est pas en train de dire qu'on doit rester sur ce qu'on est, sur les modalités d'aujourd'hui. Maintenant, garder une place pour cette expérimentation sociale, je pense que c'est fondamental pour le développement tout simplement de l'être humain. Ça me paraît vital. Après, sur le 100% digital en formation en ligne au sens B2B du terme, au sens adulte du terme, on voit que c'est la volonté des entreprises, on voit que c'est la volonté en partie des particuliers. Ce sera jamais 100% du marché. Je pense qu'il y aura toujours, pour certaines formations en particulier et pour certains publics en particulier, des volontés d'avoir du présentiel. Mais voilà, qu'on ait une tendance assez forte avec du 60-70% de présentiel sur ces marchés-là, je serais pas étonné. Je suis complètement d'accord avec ta réponse. Pour moi, c'est la même chose. Je ne souhaite pas effectivement qu'on n'ait que des univers virtuels. Et puis, ce qui me rassure, c'est que de toute façon, nos formateurs ont déjà vécu tellement d'améliorations technologiques que je pense que de toute façon, ils s'adapteront et l'apprentissage par les pairs, pour ne citer que cela, il y a beaucoup de choses qui de toute façon ne pourront se faire, à mon avis, que dans le présentiel, même si effectivement, toutes ces technologies digitales vont pouvoir nous y aider, probablement dans le métavers, mais dans quelques années. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. D'autant plus qu'on se dit tout le temps que maintenant, nos enfants, nous-mêmes, on va avoir 4, 5, 15 métiers dans notre vie. Oui, c'est vrai. Et en fait, pour avoir les compétences qui sont de base, ce qu'on appelle les soft skills d'adaptabilité, de gestion de l'incertitude, en fait, l'interaction sociale est essentielle. Donc, soyons cohérents entre notre compréhension du future of work et finalement ce qu'on apprend à nos jeunes adultes. Exactement. Ça sera le mot de la fin, Charlotte. Un très, très grand merci pour ta participation et tout ce que tu nous as apporté dans ce podcast et dans cet épisode. Je voulais remercier également nos auditeurs qui sont allés avec nous et qui nous ont accompagnés jusqu'au bout de ce podcast. Merci à vous. Et puis, à très bientôt, Charlotte, et au plaisir de te revoir à Paris ou à Montpellier, où je sais que tu viens de temps en temps. Exact. Merci à toi. Merci beaucoup, Gérard. Merci, Charlotte. Au revoir. Merci, au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive.
Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.